Bonsoir à toutes et à tous. La course au pouvoir se poursuit. Chacun y met du sien pour convaincre son électorat. Et Dave Mafoula ne déroge pas à la règle avec des stratégies bien pensées et réfléchies. Ce soir, nous recevons Xavier Kintimbo, porte-parole du candidat, pour discuter autour de la motivation, la vision, autour de cette volonté à se lancer pour une deuxième fois pour la présidentielle et pourquoi pas pour la magistrature suprême. Et bien évidemment, nous parlerons également de son projet de société. Bonsoir, monsieur le porte-parole, et bienvenue sur le plateau du Contrat social. Bonsoir, madame. Je vous remercie de nous avoir invités. Merci, monsieur le porte-parole. Nous entamons le 8e jour de la campagne officielle. Quelle première lecture ou bien bilan tirez-vous de cette semaine sur le terrain? Ok, donc effectivement, la campagne a commencé depuis le 28. Le 28, le candidat Mafoula Dave a souhaité d'abord se recueillir. Donc nous avons commencé par faire, de nous rapprocher auprès des tombes de nos illustres disparus, parmi lesquels les anciens présidents, qui nous ont permis éventuellement de nous approprier. Vous savez que c'est notre histoire, qu'on ne peut pas méconnaître. Le Congo n'a pas commencé en 1979. Donc, ça a été un moment très important de se recueillir pour prendre les ressources nécessaires pour commencer la campagne. Et là, aujourd'hui, nous avons commencé avec quelques difficultés, mais là, la campagne a atteint maintenant sa vitesse de croisière. Donc, le président était à Imfondo, il a fait Wisso, il a fait Evo, et aujourd'hui, il est actuellement à Mosaka, et puis il va passer à Olombo. Donc, vraiment, aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une vitesse de croisière. Lors de son hommage mémoriel face au feu Fulbert Youlou et Marien Ngouabi, nous avons vu le candidat Dave Mafoula présenter des excuses, pardon pour des Congolais. Est-ce qu'il était dans son droit ou bien c'est à lui que les Congolais ont mandaté pour demander ce pardon, ce fameux pardon? Monsieur Dave Mafoula, c'est un candidat aux élections présidentielles. Donc, c'est un candidat et aujourd'hui, lui, quand il parle, il draine beaucoup de monde derrière lui, qui lui font confiance et qui ont besoin de lui. Et je pense qu'aujourd'hui, demander pardon aux nos illustres disparus, je pense que c'est tout à fait dans ses prérogatives parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on dit tout et rien, mais sauf qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier notre mémoire. Et ça, c'est des actes mémoriels et moi, je pense que lui, il est bien dans... Peu importe ce qu'on peut penser de ce que ces présidents ont fait, mais je pense que ça reste dans notre histoire. Dave Mafoula est déjà en pleine campagne, il est en train de battre campagne. Tout à l'heure, vous venez d'évoquer les départements bien de localités qu'il a déjà sillonnés. Comment décrivez-vous l'accueil des populations? Sentez-vous une réelle adhésion à son discours? Une réelle adhésion? Il faut même dire que la population est en liesse. Je pense que vous suivez, vous êtes dans les médias, vous êtes en train de suivre ce qui se passe. La particularité avec le candidat, le président Dave Mafoula, c'est un candidat qui attire le public, pas avec de l'argent. De quelle manière? De quelle manière? C'est le discours. Les gens ont besoin d'un nouveau départ. Les gens ont besoin d'un autre discours. Les gens sont fatigués avec les promesses, avec la propagande qui finalement, on se rend compte qui ne change pas grand-chose. Donc du coup, c'est là où le candidat arrive et on se rend compte qu'effectivement, les gens ont besoin d'un autre discours. Les gens ont besoin de la réalité. En fait, les gens veulent que leurs conditions de vie puissent changer. Et du coup, le candidat Dave Mafoula est en train de mener campagne sans pourtant mettre, vous avez circulé dans la ville, on ne fait pas des carnavals, on ne fait pas du tintamarre, on ne fait pas du cirque. Mais c'est la population qui vient vers le candidat va vers la population et la population adhère au projet qu'il est en train de leur soumettre. Donc, mettez-vous dans la tête qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de proximité. Écoutez les gens, leur parler et puis leur dire leur présenter notre vision, notre projet. Voilà. Chaque candidat impose son propre style. Quelle est la méthode spécifique choisie par le Parti des souverainistes pour se démarquer dans cette compétition? Vous venez d'évoquer tout à l'heure la proximité entre le candidat et la population. Y en a-t-il d'autres méthodes? Oui, effectivement, ça c'est même notre point déterminant parce que finalement, on s'est rendu compte que les gens ne savent pas ce que le candidat propose. Mais or, pour savoir, c'est pas dans un meeting que vous pouvez dire au candidat parce qu'il faut le laisser. Parce que dans le cas de meeting, il n'y a pas de questions. Donc, le candidat monte sur un plateau et puis il parle, à la fin, tout le monde applaudit.
Et ce que nous avons dit, nous avons abordé le style de la proximité, c'est-à-dire le porte-à-porte. Donc, nous avons des équipes qui sont en train de circuler dans tout Brazzaville, dans le Congo, vous allez à Kinkala, vous allez un peu passer par là, vous allez à Pointe-Noire. Il y a des équipes qui sont en train de circuler, qui se rapprochent des populations pour leur dire, voilà, nous sommes telle candidature, voilà ce que nous vous proposons. Et les gens ont la possibilité de poser des questions et pour avoir effectivement des réponses à leurs attentes. Donc voilà, nous sommes dans la proximité, nous sommes dans le porte-à-porte. Voilà. Dave Mafula n'est pas son premier coup d'essai après l'échec de 2021. Qu'est-ce qui nourrit encore aujourd'hui sa détermination à briguer la magistrature suprême? Vous avez bien dit la détermination, la vision. La détermination et la vision. Et puis aujourd'hui, vous savez, comme je vous ai dit, le Congolais a besoin d'un autre discours. Le Congolais a besoin qu'on lui dise que pratiquement près de 40 années de présidence du PCT, il faut qu'à un moment donné, qu'on change de braquet. Il faut qu'on change de braquet pour qu'on dise aux Congolais, voilà ce que nous allons faire. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même dans le cadre de nos engagements, nous avons même un engagement qui consiste à ce que le président rende compte au peuple entre ce qu'il a promis et ce qu'il a fait. Et ça doit permettre aux gens de réaliser que voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, ce qui détermine, c'est le fait que la situation des Congolais n'a pas changé. Nous avons eu des élections en 2016. On nous a dit que le problème du Congo, c'était la Constitution. Donc la Constitution de 2002, c'était ça qui était en train de bloquer que le pays ne se développe pas. On a changé la Constitution. Donc en 2016, nous sommes arrivés en 2021. Les problèmes sont les mêmes. Nous avons quitté 2021, nous sommes en 2026. C'est les problèmes qui sont les mêmes. Donc c'est cette détermination-là, c'est cette volonté d'apporter des solutions aux attentes de Congolais qui animent aujourd'hui la démarche et la détermination du candidat Dave Mafula. Une détermination d'où il revient avec le projet intitulé le Pacte républicain pour le nouveau départ. Concrètement, quelle est la rupture majeure que propose ce pacte par rapport à la gouvernance actuelle? Vous avez dit la gouvernance actuelle, c'est la méthode. Aujourd'hui, nous changeons de méthode. Aujourd'hui, quand vous lisez le pacte pour un nouveau départ, le Pacte républicain pour un nouveau départ, vous allez vous rendre compte que, et c'est rare, depuis longtemps, le Congolais, dans les politiques publiques qui sont définies dans ce pays-là, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle jamais des Congolais. On ne parle jamais des Congolais. Et vous allez parler des Congolais? Et effectivement, c'est ça la rupture majeure. C'est-à-dire que ce projet de société, en fait, c'est un projet qui est centré autour du Congolais. Qu'est-ce que le Congolais vit aujourd'hui? Toutes les politiques publiques qui doivent être mises en place vont aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. La vie quotidienne, les problèmes d'électricité que vous avez aujourd'hui, les problèmes de l'eau, si vous avez aujourd'hui, c'est un peu surprenant. Vous regardez, nous sommes dans un pays, nous avons de l'eau à gauche, à droite. Quand nous étions à l'école, on nous a appris que le Congo, c'est des affluents. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'on n'a pas l'eau selon le robinet? Comment pouvez-vous expliquer qu'on n'a pas l'électricité? Et c'est ça la rupture majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mettre le Congolais au centre des préoccupations. Et puis toute la politique va aller dans le sens de reconnaître que nous avons des anciens. Regardez aujourd'hui comment on traite les retraités. Regardez comment se trouvent les étudiants. Je vous donne même un exemple. Vous regardez, il y a des étudiants qui ont eu le bac en 2025 qui n'ont jamais commencé. Parce que la rentrée était prévue en novembre. En novembre, les enseignants sont partis en grève. Et nous sommes aujourd'hui au mois de mars. Ces enfants-là, dont les parents n'ont rien, ils ne sont jamais partis à l'école. Mais par contre, les étudiants dont les parents ont quelque chose, aujourd'hui, ils sont en train de faire les sessions. Ouais, donc, vous imaginez la frustration que ça peut créer à un enfant qu'on lui a dit, il faut avoir le CEP, il faut avoir le bac, et il a le bac, on lui dit, vous ne pouvez pas partir à l'école parce que les parents ne peuvent pas, alors que son voisin part à l'école. Donc, voilà un peu des éléments. Ça, c'est des éléments vraiment concrets, et c'est ça qui va marquer cette rupture-là. Donc, qui fera qu'aujourd'hui, le Congolais doit être au centre des politiques publiques. Voilà. Dans votre programme, vous déplorez l'absence d'une politique capable de transformer le potentiel du pays en richesse réelle. Pourquoi Dave Mafula serait-il l'homme de la situation? Quelle garantie offre-t-il? Dave Mafula donne la garantie, déjà y penser. Vous comprenez? Aujourd'hui, déjà, pensez à ça. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à un point où, comme je viens de vous dire, si vous suivez les discours, vous suivez un peu tout ce qu'il faut entrer dedans, il vient avec, nous avons commencé avec ça, avec la rupture. C'est-à-dire qu'il vient avec un projet de société dont les stratégies ont été mises en place pour leur permettre, dans un délai de 5 ans, pour que les Congolais puissent regarder maintenant qu'est-ce qui a changé. Donc la stratégie qui a été mise en place, premièrement, vous écoutez des discours, tout le monde dit, bon, on va faire ceci, on va faire ça, mais comment va-t-on le faire? Donc, les stratégies qui sont mises en place, par exemple, dans la lutte contre le chômage. Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez le Congo, c'est un pays qui dépend du pétrole.
comment faut-il réduire cette dépendance du pétrole? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour diversifier l'économie? Et quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse arriver à diversifier cette économie? Donc, voilà un peu des éléments que nous avons mis en place dans le cadre du pacte républicain que vous avez, qui permet de regarder concrètement comment nous pouvons changer cette société-là. Et je vous dis, madame, les Congolais ont besoin de changement. Le changement dans votre projet de société, votre projet s'appuie sur 20 axes et 59 propositions, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous présenter les 3 piliers qui vous semblent les plus urgents à mettre en œuvre dès les 100 jours, si seulement aussi votre candidat est élu président? Les piliers qu'il faut mettre en place, qui aura des répercussions automatiques sur la vie des quotidiennes. Premièrement, l'arrivée du président Dave Mafoula va consister, donc les premiers jours, les 100 premiers jours de son action, vont consister d'abord, premièrement, à faire un point sur nos finances. Aujourd'hui, le Congo est endetté à hauteur de 7300 et quelques milliards, donc l'équivalent de 3 années de budget de 2500 milliards, 2500 milliards. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on trouve dans cette dette-là. Il faut l'évaluer. On devrait faire l'audit. Il faut faire un audit donc, pour assainir les finances publiques. Et l'audit va permettre en fait de dégager des marges. Aujourd'hui, vous regardez, vous prenez par exemple le cas de la fonction publique, vous allez à l'étranger, vous avez beaucoup de fonctionnaires qui traînent à l'étranger, mais qui sont payés ici. Effectivement, il faut qu'on mette de l'ordre là-dessus. Nous avons des étudiants qui ne sont pas payés, alors que nous avons parfois des étudiants qui sont inscrits sur des listes alors qu'ils ne sont pas étudiés et payés. Regardez par exemple la régie financière, donc les douanes, les impôts, la dette que nous avons. On nous dit que notre dette, c'est 7300 et quelques milliards. Mais à l'intérieur de cette dette-là, on trouve quoi? Donc, il faut d'abord faire un point. Et ce point-là va permettre effectivement de dégager des marges. Et à partir de là, on va relancer maintenant le système. Donc, nous avons le problème de la diversification de l'économie parce que ça, c'est une priorité. Le plan d'urgence agricole. Ça, c'est prioritaire parce que c'est ça qui va permettre en quelque sorte de tirer le secteur, l'économie, par le haut. Donc, nous allons éventuellement engager le processus avec des marges que nous allons recevoir, engager le paiement. Il faut faire respirer l'économie. Faire respirer l'économie en donnant des moyens à la redynamisation du secteur privé. Il faut donner, vous avez regardé dans les réseaux sociaux, comment les opérateurs économiques pleuraient devant le ministère. C'est pas possible. Le secteur privé, c'est même le moteur de l'économie d'un pays. Donc, nous allons relancer l'économie par le secteur privé, en donnant des moyens au secteur privé, en payant la dette intérieure du secteur privé. Nous allons régler le problème des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie pour faire de ce Congo-là ce qu'il est. Et aujourd'hui, on les met pratiquement on les met pratiquement à l'écart de l'évolution de la société. Nous avons la situation des étudiants. Donc ça, c'est des éléments que nous allons mettre en place qui vont commencer déjà à contenter le pays, à faire dégager. Nous avons lancé maintenant le système de la diversification. Donc, donner les étudiants les moyens. Donner les jeunes, dès les chômeurs, les moyens, par exemple, par les mécanismes de création d'entreprises, par les mécanismes de comment on appelle ça, de diversifier l'économie. Nous avons le pétrole. Tout le monde ne parle que du pétrole. Mais les gens ne savent pas que nous avons les mines, nous avons des ressources naturelles, nous avons les mines, nous avons le bois. Aujourd'hui, l'économie est pratiquement connectée avec les nouvelles technologies. Il faut développer une économie numérique, il faut donner des moyens pour que... Donc voilà, nous avons un plan que déjà dans les 100 premiers jours, le président Dave Mafoula devra rendre compte devant les Congolais. Voilà ce que je vous ai promis, voilà ce que j'ai fait. Si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Si ça a marché, voilà ce que nous allons faire. Donc, c'est ce qu'on appelle une gouvernance par étapes. Voilà, qui va permettre effectivement de voir comment la société va évoluer. Monsieur Kinsimbo, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que votre projet de société s'embrasse avec celui des autres candidats. Vous avez presque la même vision. Dans le sens de vouloir amener à bon port les projets ou bien apporter des solutions qui minent notre société. Donc, vos idées se croisent en quelque sorte. Bien, c'est tout à fait normal que les idées s'entrecroisent parce que vous savez, le Congo, c'est un grand malade. Et quand quelqu'un est malade, vous l'amenez chez le médecin. S'il a le palu, vous pouvez avoir 5 médecins, ils feront le même diagnostic. Aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que le Congo ne marche pas. Comme le Congo ne marche pas, il y a des mêmes mots. Mais par contre, ce qui change, c'est la thérapie. Quel est le traitement que chacun va donner? Il y a des gens, par exemple, dans le cas d'un palu, va vous faire la perfusion. D'autres va vous donner des comprimés. Troisième personne va vous donner les herbes, comment on appelle ça? Les herbes, les potions, tout ce qu'il faut pour vous soigner. La finalité, c'est avoir le même résultat. Maintenant, la particularité, c'est que nous avons des méthodes qui sont
en fait, qui demandent ce qu'on appelle une des réformes structurelles. Voilà, ce sont des réformes structurelles qu'il faut partir à changer, qui permettraient éventuellement de distinguer deux candidats. La corruption, le détournement sont des mots qui gangrènent au sein de notre société. Quelles mesures concrètes et immédiates prévoyez-vous pour soulager et même assainir nos institutions? Ça, c'est grave. Le problème de corruption, c'est grave. Depuis pratiquement à la fin des années 2000, à la fin des années 2000, on avait déjà soulevé cette question-là. Nous avons eu la loi de septembre 2009. Nous avons eu aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi, je crois que c'est 2022, qui a été adoptée, si je me trompe pas, 2022. Mais sauf que tout cet arsenal juridique n'a jamais donné des résultats sur le terrain. Et quand on regarde le Congo est toujours parmi les 10 pays les plus corrompus dans le monde. Parmi les 10 pays les plus corrompus. Donc, du coup, nous avons réfléchi là-dessus et c'est là où nous allons chercher aussi des ressources. C'est que le candidat Dave Mafoula, dans son projet, a prévu créer une haute autorité qui ne sera pas celle-là. On a déjà une haute autorité de lutte contre la corruption. Mais c'était cette haute autorité. La HALC. Mais la HALC, vous voyez les résultats de la HALC. Oui, les résultats de la HALC. Ça existe, mais sauf que ça ne marche pas. Mais la différence serait à quel niveau? Non, la différence, c'est que la HALC sera assortie d'une cour de répression des infractions de lutte contre la corruption et puis des infractions assimilées. Donc, aujourd'hui, qui vous regardez ce que la HALC fait, la HALC, trouvez-moi des rapports que la HALC a fait sortir qui ont fini par la condamnation des concernés. Non, on n'en trouve pas. Donc, il faut donner plus de moyens à cette haute autorité-là que nous envisageons. Et cette autorisation-là aura une membrane qui sera assortie, ce qu'on appelle la cour de répression des infractions et tout ce qui fait corruption et infractions assimilées. Donc, c'est ça qui va permettre que désormais, vous allez passer à la télé, vous allez regarder à la télé, vous allez entendre que non, mais il y a un procès qui est en train de se faire, qui est en train de se passer sur le territoire national parce qu'il y a des gens qui ont détourné les deniers publics. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. Moi, je vous dis, on ne trouve pas, je vous prends seulement les 5 dernières années, trouvez-moi, parce que nous avons même des personnes qui sont condamnées, mais qui sont libres dans la circulation. Donc, lesquels qui sont condamnés, qui sont en circulation? On ne cite pas les noms, madame. Cite pas les noms. Vous savez, ça peut froisser beaucoup de sensibilité. Donc, c'est juste pour dire que la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, c'est vraiment des éléments qui sont importants et c'est ça même qui rassure même les opérateurs économiques. Si le pays ne marche pas, c'est tout ça. Parce que quand vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de corruption, effectivement, une personne qui veut investir dans votre pays, il va se méfier. Mais retenez que c'est un élément qui est très, très important, très sensible dans le projet du candidat Dave Mafoula. Parlons à présent du volet sanitaire et éducatif, monsieur le porte-parole. Aujourd'hui, les Congolais souffrent avec le système sanitaire. Y a-t-il un bon mécanisme ou bien des révolutions que le candidat compte mettre en place pour assainir le secteur ou bien le secteur sanitaire pour qu'aujourd'hui les Congolais puissent bénéficier d'une bonne santé? Il faut que le Congolais puisse bénéficier d'une bonne santé parce qu'un peuple qui n'est pas en bonne santé, c'est un peuple qui ne travaille pas, qui est malade. Et quand le peuple est malade, le peuple ne travaille pas. Effectivement, vous avez vu, le gouvernement a mis en place, a lancé un chantier, on a construit des hôpitaux, nous sommes tous des Congolais, on va tous à l'hôpital, mais on se rend compte que nous avons des hôpitaux, mais sauf qu'à l'intérieur, nous n'avons rien. Et la preuve, c'est que vous allez regarder même les grands hommes politiques, ils ne meurent pas ici. Voilà, on peut citer les 5 dernières personnes. Comment pouvez-vous expliquer que vous avez tout ce qu'il faut des infrastructures et puis vous ne pouvez pas vous faire soigner dans votre propre pays? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce que la qualité des soins ne correspond plus, parce que l'État ne met pas des moyens. Parce que là, pour le problème de la qualité, vous allez à l'hôpital, on vous demande même de payer l'aiguille. Vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas d'alcool. Vous comprenez? Donc, si vous voulez qu'il y ait une bonne qualité, parce que c'est un tout, la santé, c'est le personnel. Il faut que ces personnels-là soient bien traités. Vous ne pouvez pas passer des temps. Vous suivez tous les manifestations aujourd'hui. Vous suivez tous des grèves aujourd'hui. Les hôpitaux qui sont en grève parce que les médecins, parce que les infirmiers ne sont pas payés. Et ça, c'est un grave problème. Il faut donner les moyens. Mais quand vous arrivez à l'hôpital, vous regardez la qualité de temps qu'on vous donne. Vous regardez les conditions dans lesquelles on va vous traiter. Et ça, c'est un élément qui est très, très important si on veut avoir une bonne offre de soins. Et puis, les meilleures qualités. Meilleure qualité. Mais pour faire ça, il faut que tout un système soit mis en place. Vous allez dans les maternités. Vous savez, il y a quelque temps, on nous a dit il y a maintenant la césarienne qui est gratuite.
il y a le palu qui est gratuit, mais allez à l'hôpital, vous allez vous rendre compte. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre des moyens au niveau de la santé, c'est-à-dire les soins de santé. Les soins de santé primaires, et puis regarder comment faut-il les développer, ce que nous avons aujourd'hui, ce qu'on appelle les centres de santé intégrés. Les CSI. Les CSI, voilà, qui vont permettre en quelque sorte de désengorger nos grands hôpitaux. De sorte qu'il y a des maladies où vous pouvez régler. Les centres de santé, c'est des centres de proximité qui peuvent régler beaucoup de problèmes, mais à condition que l'État mette des moyens là-dessus. Aujourd'hui, nous avons créé des infrastructures, mais sauf que ces infrastructures-là, là derrière, on se rend compte que quand vous allez à l'hôpital, et ceux qui ont des moyens, quand vous faites un mauvais rêve, vous partez en Europe. Quand vous rêvez un serpent, vous allez en Europe, parce que vous n'avez pas confiance à votre système de santé. Système de santé, il faut financer. Il faut reconnaître maintenant, valoriser le métier du médecin. Le médecin, c'est notre vie. Il faut valoriser le métier du médecin. Il faut revoir le système, les formations. Nous avons les loucabous, les centres qu'il faut. Donc, ça commence par la formation jusqu'à la pratique sur le terrain. Et ça fait partie de nos objectifs. Voilà. Le pays traverse une zone de turbulence économique sévère. Quel levier votre candidat compte-t-il actionner pour diversifier l'économie et sortir le pays de cette dépendance? D'abord, diversifier l'économie, comme nous l'avons dit, il faut réduire d'abord la dépendance du Congo avec le pétrole. Si on réduit cette dépendance-là, mais comment on va-t-on faire pour réduire cette indépendance-là? Cette dépendance-là, c'est pour mettre en place d'autres leviers qui permettent le pays de se développer. Nous avons dit, vous avez la question par exemple de l'agriculture. Vous avez la question par exemple de la transformation. Si vous allez dans nos marchés, vous regardez que nos marchés sont pauvres. La transformation, nous avons des produits, je prends le cas par exemple des pastèques aujourd'hui, vous en trouvez sur le marché, mais c'est pas transformé. C'est pas transformé. Donc, comment faut-il arriver à faire de la papaye en tant que fruit et avoir de la papaye aussi dans la bouteille comme étant un jus? Donc, il faut transformer tous ces éléments. Mais or, pour faire tous ces éléments-là, il faut qu'on prenne en compte les éléments qui aujourd'hui peuvent, comment on appelle ça, faire ralentir notre processus. Par exemple, l'électricité. Il faut gérer les questions de l'électricité. Nous avons aujourd'hui un sous-sol qui est très riche avec des minéraux. Donc, nous avons des mines qu'il faut développer. Ça, c'est des secteurs. Les mines représentent en moyenne, je crois, 0,1% dans le budget de l'État. Il faut développer les mines. Il nous faut, à l'image, par exemple, de la SNPC, avoir une grande société qui va gérer les questions des mines. Vous avez, par exemple, le bois. Le bois au Congo, le Congo, c'est un pays forestier. Et c'est ça, ce que je vous ai dit, le Congo, c'est un pays atypique. Vous avez d'une part beaucoup de bois, et puis de l'autre côté, vous avez des enfants qui s'asseyent par terre. Vous avez le bois, mais sauf que le bois, là, part à l'étranger, et puis ça revient ici sous forme de bureau que nous utilisons. Donc, vous avez ces questions-là. Vous avez la question des jeunes. Il faut s'occuper des jeunes. Il faut donner des moyens aux jeunes. Mais or, pour bien donner des moyens aux jeunes, pour faire développer l'économie, il faut que nous avons dit le secteur privé. Donc, vous avez aussi l'économie numérique. Aujourd'hui, vous regardez beaucoup de services que nous avons aujourd'hui avec le développement de l'Internet. Donc, il faut qu'on puisse prendre en compte tous ces éléments-là. Donc, pour nous, pour faire décoller le Congo, au-delà de tout ce que nous avons cité, il y a la problématique de la diversification économique. Parce que la diversification économique va servir de croissance, mais une croissance pas molle, mais une croissance qui va permettre, qui va générer la création d'emplois et donner les richesses aux Congolais. Et nous avons un problème de financement. Les financements, aujourd'hui, vous avez un projet, vous ne pouvez pas avoir un financement. Nos banques, aujourd'hui, financent à hauteur de 14% l'économie nationale. Et c'est grave. Et au Congo, 9 créateurs d'entreprises sur 10 créent avec ses fonds propres. Voilà des questions il faut que nous puissions être en mesure, à l'image de ce qu'on voit dans d'autres pays, nous soyons en mesure éventuellement de financer l'économie nationale, de financer des petites et moyennes entreprises, et puis faire sortir l'informel pour le ramener vers le formel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire là. Le développement d'un pays, monsieur le porte-parole, passe par l'industrialisation. Oui. Aujourd'hui, quelle est la place de l'industrialisation au cœur de votre projet de société? Le tissu industriel du Congo fait partie des mécanismes qui vont permettre de faire développer ce pays. Ça fait partie de ce que nous avons dit aujourd'hui, de ce que nous venons de dire sur ce qu'on appelle la diversification. Le tissu industriel, si vous regardez au lendemain, nos pères fondateurs, ceux qui ont lancé le Congo, juste après les indépendances, et vous regardez à aujourd'hui, nous avons presque plus d'industrie. Nous avons presque plus. Mais nous avons connu comment on appelle ça, les Kisundi, nous avons eu beaucoup d'industries. Nous avons un tissu industriel qui était bien élevé. Donc aujourd'hui, le tissu industriel, c'est un élément qui est important, qui va renforcer le dynamisme de ce pays-là.
la vitalité économique de ces pays-là. Et ça fait partie de notre projet. Effectivement, il faut donner des moyens pour qu'on puisse se développer. Nous avons toutes les législations. C'est ça qui est bien au Congo. C'est que nous avons tous les textes. Vous parlez en termes de moyens, je vous entends parler, vous parlez des moyens. Où allez-vous trouver les ressources pour mettre en pratique? Les ressources que nous allons trouver, les ressources se trouvent au Congo. Les ressources que nous allons trouver, c'est quoi? C'est que nous avons aujourd'hui le pétrole. Nous avons aujourd'hui le bois. Mais il faut, la loi par exemple, sur le code forestier, a mis en place ce qu'on appelle les contrats de partage. Les contrats de partage. Donc, nous avons l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut faire un point sur les impôts que nous avons et puis regarder comment ces impôts-là peuvent être en mesure de lever la croissance du pays. Donc, nous allons avoir des moyens à l'intérieur du Congo. Au Congo, on trouve des moyens. C'est pour ça que nous avons commencé par ce qu'on appelle un audit qui va permettre de voir toutes les niches fiscales, là où part l'argent. On va essayer de regarder, faire un point là-dessus pour permettre à ce que l'État puisse avoir des moyens, d'une part, en élargissant l'assiette fiscale, donc en intégrant par exemple le secteur informel, en le faisant rentrer dans le formel. Nous avons des audits que nous allons faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour avoir de l'argent. On n'a même plus besoin d'aller chercher. À la limite, maintenant, il faut regarder avec tous les engagements que nous avons pris avec les partenaires techniques et financiers pour regarder comment ça peut permettre à ce que le pays puisse avancer. La question de l'électricité et l'eau, on n'en parle pas. Les Congolais vivent, on peut dire, quasiment dans le noir, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, les Congolais se plaignent. Les Congolais veulent vivre dans la lumière, avoir l'électricité en permanence, 24 heures sur 24, comme le solide bien le citoyen lambda. Maintenant, quelle est la politique fiable que le candidat Dave Mafula va mettre pour remédier à ce problème de délestage? Le problème de délestage, c'est vraiment un problème qui est très, 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 très sensible. Très sensible parce que, effectivement, les Congolais sont fatigués, les Congolais sont dépassés. C'est pour ça que vous voyez, on est parfois obligé de donner de l'argent pour que les gens viennent dans les réunions. Aujourd'hui, le Congo a une capacité autour de 700 et quelques. La production que nous avons, alors que le Congo a besoin d'une grosse capacité. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous avons des difficultés aujourd'hui? Ça joue aussi sur l'économie. Donc, aujourd'hui, il faut d'abord rendre opérationnelles les centrales que nous avons. Mais sauf que ça, c'est des projets à long terme qui ne peuvent pas donner des résultats. Aujourd'hui, nous avons le soleil, madame. Nous avons le soleil pratiquement 24 heures sur 24. Voilà. Nous avons le soleil 365 jours sur 365 jours. Donc, aujourd'hui, ce sont des énergies renouvelables que nous entendons faire valoriser pour qu'aujourd'hui, que le Congo, à côté de E c'est que le Congolais soit en mesure d'avoir son électricité. Donc, premièrement, il faut relancer, redonner plus de capacité aux centrales que nous avons. Nous avons Mokokolo, nous avons Olombo, nous avons Imbouli, excusez-moi, nous avons Imbouli, nous avons Imboulou, excusez-moi. Nous avons Imboulou, nous avons toutes ces centrales de proximité, nous avons le Dieu à côté. Donc, à côté de ces centrales-là, comment faut-il développer maintenant l'énergie solaire? Et autre chose, il faut regarder les partenariats qu'on peut avoir avec des gens. Aujourd'hui, les gens veulent bien investir dans l'électricité. Regardez les centrales, les panneaux solaires. On n'en trouve pas. Alors que les panneaux solaires sont une solution immédiate et urgente pour arranger la situation du Congo, en plus des barrages que nous allons. Parce que sinon, nous avons lancé un certain nombre de projets tels que les zones économiques spéciales, mais on ne peut pas faire fonctionner la zone économique sociale avec la qualité d'électricité que nous avons. Parce que non seulement nous n'avons pas une grosse production, mais nous n'avons pas aussi une bonne qualité. Donc, le courant, l'électricité, ça fait partie des priorités. Ça fait partie des priorités et que ça, les résultats doivent être immédiats. Ça doit être sur le terrain, les résultats doivent être immédiats. À travers des énergies renouvelables? À travers des énergies renouvelables et donner un peu plus de capacité aux installations que nous avons aujourd'hui pour que ça puisse donner les capacités et puis les moderniser pour que ça puisse avoir et puis regarder comment on peut ouvrir le secteur de l'électricité avec le privé pour permettre à ce que les gens viennent avec des capitaux. Voilà. Donc, c'est toute une stratégie qui est mise en place là-dessus. Aujourd'hui, au Congo, on parle souvent du climat des affaires au Congo qui devient, entre guillemets, un problème pour les investisseurs étrangers pour venir conquérir le terrain congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce que le candidat Mafula pense faire pour assainir le climat des affaires au Congo? Qu'est-ce qui
ralentit ou bien qu'est-ce qui freine à ce que les investisseurs ne viennent pas au Congo pour investir? Qu'est-ce qui serait le problème logiquement? Vous savez, la question de l'environnement, du climat des affaires, c'est quelque chose de multidimensionnel. Multidimensionnel dans le sens que aujourd'hui, un investisseur ne vient pas chez vous s'il n'est pas sûr qu'il va travailler dans un espace qui est propice. Le climat des affaires, c'est l'État. C'est l'État qui doit impulser les mécanismes nécessaires pour que le Congo soit attractif. Aujourd'hui, si vous regardez dans des indicateurs, le Congo n'est pas un pays attractif. Qu'est-ce qui explique cela? Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est la lourdeur administrative que nous avons dans notre pays. Nous avons une lourdeur administrative. Créez seulement une société, vous allez regarder quelles sont les difficultés auxquelles vous allez confronter. Il y a des problèmes des taxes. Il y a des problèmes des multitudes des taxes. Vous regardez, par exemple, on a retiré la IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on a créé 4 taxes. Vous comprenez? Donc, vous regardez les difficultés auxquelles les entreprises, et vous regardez aussi la mentalité. Aujourd'hui, vous rapprochez les opérateurs économiques, vous allez vous rendre compte qu'ils sont, en quelque sorte, tenus par le coût, par comment on appelle ça, les taxes, les impôts. Il y a aussi la mentalité. Quand vous avez tout le monde, vous avez des multitudes de taxes qui se superposent. Parfois, vous avez le même produit qui est taxé 2 fois. Ça vous pose beaucoup de problèmes, premièrement. Et puis, deuxièmement, vous avez un problème de l'environnement judiciaire. Quand vous avez un problème, vous faites une injonction de payer devant un homme d'affaires. Quand il a un problème de créance, il fait une injonction de payer qui devait être une procédure automatique, qui devait être quelque chose de rapide. Ça bloque. Donc, vous avez les problèmes de financement que nous avons dit. Le problème de financement, c'est quoi? Il faut que les entreprises aient la possibilité d'avoir des prêts auprès des banques. Vous avez le marché public, la commande publique. Vous avez la commande publique, vous allez vous rendre compte que dans la commande publique, l'État ne paye pas. Si nous avons aujourd'hui les 7200 et quelques milliards de dettes, 7000 milliards de dettes, c'est la dette intérieure. L'État ne paye pas. L'État, vous passez une commande, l'État ne paye pas. Donc, vraiment, c'est tout un grand débat qui peut prendre beaucoup de temps parce que l'environnement des affaires au Congo, c'est un tout. Et si vous regardez même les chiffres des investissements directs étrangers, vous allez vous rendre compte que les gens ne s'intéressent pas. Je vous prends un cas. Vous prenez un bus qui quitte Pointe-Noire pour arriver à Brazzaville, à 600 et quelques kilomètres, il y a 7 péages. Or, le bus paye en moyenne 10 000 francs, le péage. Donc, pour quitter Brazzaville pour venir à Pointe-Noire, vous payez 70 000 francs pour 7 péages, pour 600 kilomètres. Mettez-vous dans la tête que ce n'est pas quelque chose qui peut attirer un investisseur. Vous avez beaucoup de poches de friction dans ce sens-là qui font qu'aujourd'hui, nous avons un système, mais il y a des mesures qui peuvent être prises, et même aujourd'hui, des mesures qu'il faut appliquer. Parce que je vous ai parlé, par exemple, de la migration. Mais pourquoi les gens préfèrent être dans l'informel? Parce que je préfère travailler dans l'informel. Et vous allez, par exemple, à Total, vous allez trouver, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mieux que des fonctionnaires. Et que le candidat va-t-il proposer pour améliorer le climat des affaires? Là, vous êtes en train d'évoquer les causes, les raisons, mais lui, qu'est-ce qui viendra pour enlever ou bien débarrasser tous ces blocages, on va dire ça comme ça? Premièrement, donc toutes les tracasseries, il faut faire, je vous l'ai dit au départ, il faut faire un point sur le fisc. Donc ça permettra de regarder qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme fiscalité, premièrement. Et puis regardez, il faut que nous ayons une fiscalité qui est attractive, premièrement. Deuxièmement, nous avons dit, par exemple, la migration. La migration de l'informel au formel. Nous avons parlé de le financement. Le financement, dans le projet, le candidat pense qu'il faut mettre en place une banque de financement public. Donc, qui va permettre à quelque chose que les gens puissent avoir des moyens. Aujourd'hui, le système a mis en place avec la FIGA. Mais sauf qu'il faut aller plus loin, le FIGA. Il faut aller plus loin que ça. Il faut que ça soit une banque qui va permettre à ce que les gens puissent avoir de l'argent. Il faut le problème de la justice. C'est pour ça qu'au niveau de la justice, il y aura une réforme qui va se faire pour permettre à ce que la justice soit enfin à côté des citoyens, qui soit proche des citoyens. Pour qu'un homme d'affaires, quand il a une... Donc, c'est beaucoup de mesures qui peuvent se mettre en place qui vont avoir des répercussions automatiquement sur le système économique. Je vous ai pris par exemple le cas des autoroutes. Ça coûte cher. Il faut regarder ces éléments-là. Une dernière question, Monsieur Kinsimbo, pour nous quitter. Les Congolais disent qu'ils sont fatigués des promesses. Ils veulent du concret, ils veulent de l'engagement. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr, à travers votre projet de société, vous arriverez à convaincre et à rendre cela pratique et pragmatique? Et ça se voit seulement dans l'adhésion. Comment les gens sont adhérés à ce projet-là. Effectivement,
vous comme moi, nous sommes tous fatigués des promesses. Nous sommes tous fatigués de promesses parce qu'aujourd'hui, la politique a toujours été menée par des slogans, des promesses, du sensationnel. Aujourd'hui, le projet qui a été proposé, qui a été l'offre politique qui a été mise en place par le candidat Dave Mafoula, va permettre à ce qu'on puisse enfin sortir du discours à la pratique. Comment faut-il maintenant regarder ce que nous avons dit? C'est pour ça que je vous ai dit, nous avons une obligation de redevabilité. Il faut dire aux Congolais, voilà ce que nous avons dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, et à vous de nous juger. Donc, aujourd'hui, nous avons des engagements que nous prenons pour permettre à ce que les Congolais aient confiance en nous. Et aujourd'hui, je demande aux Congolais de faire le bon choix. Monsieur le porte-parole, merci à vous. Avant de nous quitter, un dernier mot au-delà de ce que vous avez eu à dire. Ok, donc ce que je peux dire aujourd'hui, le Congo est dans une période qui est très cruciale, qui est très sensible. Aujourd'hui, le Congo doit choisir. Soit on continue de tourner en rang, soit on avance maintenant. Parce que si vous regardez autour de nous, dans la sous-région, les autres sont en train d'avancer. Pendant ce temps, nous sommes en train de tourner. Donc, le Congolais doit choisir concrètement. C'est aujourd'hui, le Congolais a rendez-vous avec son histoire. Le Congo doit avancer. Et pour que le Congo puisse avancer, il faut qu'à un moment donné, que les Congolais se rendent maintenant compte que c'est fini avec le système que nous avons vécu. Et nous avons besoin d'une nouvelle dynamique. Nous avons besoin d'une jeunesse. Nous avons besoin des gens qui ont la capacité d'impulser le Congo vers le haut. Et le vote Dave Mafoula est le vote qui leur permettra effectivement d'avancer. Merci bien, monsieur le porte-parole. Merci à vous, chers internautes de Tcheleka Média, vous qui nous suivez depuis le début de cette émission, le contrat social, avec un regard particulier sur le regard électoral. On se dit à très bientôt avec le politologue Blon Construit Barapéa pour décrypter.